Pendant un voyage en famille, je me suis réveillé sur une petite embarcation au milieu du lac de Sainte-Croix. Seulement ma fille de 11 ans, Chloé, et moi. Pas de rame, pas la clé du moteur, aucun autre bateau en vue. Mes parents et ma sœur avaient tout simplement disparu, comme s'ils avaient été effacés. Dans le sac à dos, il y avait une seule feuille de papier épinglée sous une pierre. 2 mots qui m'ont frappé comme un verdict. C'est ton choix. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré. J'ai compté ce que nous avions, j'ai observé le soleil et j'ai fait la seule chose qu'un parent fait quand personne n'arrive. J'ai pris une décision. 9 heures plus tard, alors que ma fille sentait encore la peur dans chaque respiration, mes parents et ma sœur n'appelaient pas les secours. Ils appelaient leurs avocats en panique. Mon nom est Julien Mercier. J'ai gardé ça en moi pendant longtemps parce que ça fait encore mal de le dire à voix haute. Mais si vous êtes là avec moi, je n'aurais pas apporté ce poids seul. Avant de tout vous raconter, commentez simplement « Bonjour » ou dites-moi d'où vous regardez. Savoir que quelqu'un écoute est parfois la seule chose qui empêche une histoire de vous engloutir entièrement. Et si vous sentez cette boule dans la gorge en ce moment, s'il vous plaît, abonnez-vous. Non pas parce que je cours après les chiffres, mais parce que cette chaîne est l'endroit où je dis la vérité que je ne pouvais pas raconter à ma propre table. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous dire. Je me suis réveillé avec une chaleur qui me brûlait les paupières. Le soleil était déjà haut, trop haut, et l'air était d'un calme déconcertant. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que je n'étais pas dans un lit, ni dans une pièce, ni dans un endroit avec des murs. Je flottais. J'étais sur un bateau, une petite barque de pêche en aluminium, dérivant sans but au milieu du lac de Sainte-Croix. Et ma fille, Chloé, 11 ans, était recroquevillée à côté de moi sous une mince couverture, toujours endormie dans son gilet de sauvetage. Ses lèvres étaient sèches, l'arête de son nez déjà rosée par le soleil. Je me suis assis trop vite et ma vision a vacillé, mais l'instinct a pris le dessus avant la panique. J'ai scanné le bateau. 2 bouteilles d'eau, une barre énergétique, une minuscule trousse de premier secours, un sac à dos que je ne reconnaissais pas, un thermos qui sentait faiblement quelque chose de floral et de trop sucré, et sous une pierre lisse et posée avec intention, un morceau de papier. J'ai soulevé la pierre et l'ai dépliée. C'est ton choix. Aucune signature, aucune date, aucune explication. Mais dans ma tête, j'entendais Amélie, ma sœur, le dire avec ce ton parfaitement coupant, tranchant comme un couteau, qu'elle utilisait toujours quand elle voulait faire semblant de ne pas être celle qui versait le sang. C'est ton choix. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé. Mon cerveau est passé en mode survie. D'abord, j'ai plié la note, lissé chaque pli, et les glissé dans la doublure intérieure cachée du sac à dos. Preuve. J'avais vu assez de séries policières et lu assez de dossiers au tribunal dans mon ancien travail pour savoir que les détails vous sauvent quand personne d'autre ne le fait. J'ai vérifié le moteur. Il ne démarrait pas. La clé avait disparu. Les rames de secours manquaient aussi. Les 2 fentes latérales habituelles étaient vides, et les cordons qui les attacheraient normalement avaient été proprement dénoués. Il n'y avait pas de fusées éclairantes, pas de sifflets, pas de GPS d'urgence, pas de pagaie de rechange cachée nulle part. Celui qui a fait cela a eu le temps. Il savait quoi enlever. J'ai vérifié Chloé. Sa peau était chaude mais pas rouge. Son pouls lent mais régulier. J'ai reniflé le thermos à nouveau. Camomille peut-être, mais trop épais. Il y avait autre chose dedans. Je n'ai pas bu. Je ne l'ai pas jeté non plus. J'avais besoin de tout retenir. Et puis est venu le moment que je ne voulais pas comprendre. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas quelqu'un qui nous avait oubliés au quai. C'était intentionnel. J'ai scanné l'horizon. Le lac s'étendait, vaste et silencieux. Aucun bruit, aucun moteur, pas de réseau téléphonique. J'ai quand même essayé mon téléphone. Zone morte. Bien sûr. Les gorges et les falaises du lac de Sainte-Croix tuent les signaux comme des pièges à mouches. Je me suis rassis, observant le lent et cruel déplacement du bateau alors qu'il attrapait un courant lent. Nous dérivions pouce par pouce, tirés loin de l'endroit où il nous avait déposés. Ce n'est pas la panique qui m'a frappé alors. C'était la finalité. Quelqu'un avait planifié ça. Ils avaient choisi l'emplacement exact, l'heure de la journée et la manière de désactiver toute forme possible de contact ou de contrôle.
Et il m'avait laissé un message. Un message qui me blâmait. J'ai regardé Chloé. Elle a bougé, a ouvert les yeux. Où sommes-nous? A-t-elle murmuré. Nous allons bien, lui ai-je dit. Nous allons nous en sortir. Je ne le savais pas encore, mais je savais ceci. Si je m'effondrais, elle le ferait aussi. J'ai calculé la position du soleil. Combien de temps nous avions passé dehors, à quelle distance nous avions pu dériver. J'ai établi des règles silencieuses de survie. Heure par heure. Plan A, attendre. Plan B, nager. Mais je ne dirai pas à Chloé le plan B à moins d'y être obligé. Je me suis souvenu d'autre chose aussi. 9 heures. Je me suis dit que si personne ne se montrait dans 9 heures, cela signifiait qu'il n'avait pas l'intention de revenir du tout. Et quand il paniquerait, ce ne serait pas parce qu'il craignait que je sois blessé. Ce serait parce qu'il savait que je m'en sortirais et que je parlerais. J'ai regardé l'eau, vide, brûlante, interminable, et j'ai pris la première de nombreuses décisions. Je ne mourrais pas ici. Et si je survivais, je m'assurerais que chacun d'eux regrette ce qu'ils ont fait. 3 jours plus tôt, j'étais assis dans le noir, penché sur mon ordinateur portable, essayant de donner un sens à un tableau qui refusait de s'équilibrer. La seule lumière dans la pièce venait du réfrigérateur, que j'avais ouvert il y a des heures sans jamais le refermer correctement. Chloé s'était endormie sur le canapé dans son pull trop grand, un bol de céréales rassis sur la table à côté d'elle. Mon nom est Julien Mercier, une trentaine d'années, veuf, père. Je vis à Toulouse, où le soleil ressemble à une punition 8 mois par an, et l'argent ne s'étire jamais assez loin. J'ai travaillé dans la médiation juridique. Ces jours-ci, je fais des petits boulots et de la relecture de documents en freelance pour nous maintenir à flot. La vie est calme depuis la mort de Sophie. Ma femme. Un accident de voiture. Aucune alerte. Juste un mardi qui a brisé le monde. Chloé a changé après cela. Elle riait moins, observait les gens davantage, posait des questions auxquelles je ne savais pas répondre. La nuit, elle s'accrochait à de vieilles peluches qu'elle appelait autrefois enfantines. Elle a grandi trop vite, comme les enfants le font toujours. Quand le deuil remplace l'innocence. Il y a quelques semaines, j'ai hérité d'une parcelle de terrain de ma tante défunte dans la région de l'Aude. Je n'y pensais pas beaucoup, juste de la garrigue et de la terre. Je pensais le vendre à bas prix et passer à autre chose. Puis Amélie a appelé. Ma sœur ne m'avait pas contacté depuis des mois. Soudain, elle m'envoyait des SMS, m'appelait, parlait de fiducie familiale, de rationalisation des impôts et de protection des actifs. Nous devrions simplement intégrer ta parcelle dans la fiducie familiale, a-t-elle dit. J'ai demandé, pourquoi cette hâte? Elle a souri au téléphone. C'est juste plus facile pour tout le monde. Je n'étais pas dupe. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel d'un agent immobilier que je ne connaissais pas, offrant le double du prix du marché. Je n'avais même pas mis le terrain en vente. Le même jour, Amélie a mentionné avec désinvolture que le département pourrait voir un énorme projet de logistique arriver au centre de données, zones industrielles. Elle le savait. Ils le savaient tous. Mon terrain n'était pas sans valeur. C'était une mine d'or. Puis vint la culpabilité. Ma mère, Martine, a appelé à l'heure du coucher, quand elle savait que je serais épuisé. Tu as besoin de vacances, chérie. Chloé a besoin de prendre l'air. Viens avec nous au lac de Sainte-Croix. Amélie a enchaîné avec des photos. Une maison de location tranquille, un ponton, une eau calme, pas de signal là-bas. Parfait pour se déconnecter, a-t-elle dit. Chloé a vu les photos. Elle m'a supplié d'y aller. Elle disait que l'ambiance d'une maison pleine avec ses cousins et ses grands-parents lui manquait. J'ai dit oui pour elle. La même nuit, Amélie m'a envoyé les documents de fiducie pré-remplis, la ligne de signature m'attendait. Pas de pression, mais si tu signes avant le voyage, tout sera plus facile, a-t-elle écrit. J'ai répondu par SMS. Je ne signe rien tant que je ne sais pas exactement pourquoi ce terrain est si important. Personne n'a répondu et c'est là que je l'ai vu. Un courriel transféré laissé ouvert sur l'iPad familial lorsque nous sommes allés dîner, d'Amélie à un avocat de la famille. Objet, évaluation de la garde et capacité légale parents endeuillés. Il ne venait pas seulement pour le terrain. Il se préparait à me dépeindre comme instable, inapte.
Et je suis quand même parti pour ce voyage parce que Chloé méritait de la joie. Parce que j'avais besoin de savoir ce qu'il préparait et parce que, quelque part au fond de moi, je pensais peut-être, juste peut-être, que je me trompais. Mais je ne me trompais pas. La route vers le lac de Sainte-Croix fut longue et silencieuse, avec le genre de silence qui reste derrière les dents. Chloé était assise sur le siège passager, comptant les plaques d'immatriculation et riant d'un podcast qu'elle avait téléchargé. Je gardais les yeux sur l'horizon et ma mâchoire serrée, mon attention bourdonnant dans l'espace entre mes épaules qu'aucune respiration ne pouvait relâcher. Un message d'Amélie est arrivé juste au moment où nous passions le panneau de bienvenue de la ville. Ne t'inquiète pas pour les papiers aujourd'hui. Détendons-nous et profitons de la maison. Nous pourrons en parler demain. Les mots étaient doux. Trop doux. Comme quelque chose de déjà répété. Je me suis arrêté à une station-service près de la ville. J'avais besoin d'une minute pour me ressaisir. J'ai observé la zone. De longues étendues de terre sans vraie maison. Juste de la broussaille, de la roche, le ciel. Si quelqu'un se perdait ici, vraiment perdu, il n'y aurait personne à appeler à l'aide, personne même pour l'entendre crier. Nous sommes arrivés à la maison de location au coucher du soleil. Elle était belle de la manière dont les brochures de vacances sont parfaites, éclairage parfait, coussins coordonnés, musique douce en arrière-plan, mais quelque chose me donnait la chair de poule. Tout était trop propre, trop mis en scène. Amélie nous a accueillis à la porte, polie et joyeuse, son sourire comme s'il avait été collé. Son mari, Marc, c'était des poignées de main fermes et un contact visuel juste comme il faut. Mes parents, Bernard et Martine, flottaient en arrière-plan, calmes au point d'être étranges. Seule Manon, la fille d'Amélie, semblait à moitié réelle, recroquevillée sur le canapé, rivée à son téléphone, souhaitant clairement être ailleurs. Amélie nous a conduits dans un couloir jusqu'à notre chambre, à l'écart des autres, et nichée près du garage. Elle sentait légèrement l'huile et les choses oubliées. « Vous aurez plus d'intimité ici », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, pris des notes mentales, je n'ai pas insisté. Pas encore. Le dîner fut une performance. Tout le monde jouait son rôle. Bernard a divagué de façon poétique sur l'héritage familial et la protection de ce qui nous appartient. Nous ne pouvons pas laisser des étrangers en profiter, a-t-il dit autour du poulet grillé. Ce terrain devrait être dans la fiducie où il est en sécurité. Martine a ajouté avec une douceur étudiée. Tu as fait tellement de choses seul, Julien. Laisse-nous nous en occuper pour une fois. Amélie s'est penchée en avant avec une sorte de finalité douce. C'est simple. Tu signes et tout se calme. Tu ne signes pas et bien, c'est choisir de t'isoler de nous tous. Sa voix a résonné même après la fin du repas. Cette phrase, choisir de t'isoler, sonnait comme un pistolet chargé posé doucement sur la table. Le lendemain matin, j'ai remarqué des choses, de petites choses. Martine frottant de l'huile mentholée sur les épaules de Bernard dans la cuisine comme une sorte de préparation cérémonielle. Amélie alignant des tasses de café, tout mettre en scène juste comme si tout était documenté. La tasse qu'on m'a tendue était plus chaude que les autres. Je l'ai goûtée. Sucrée d'une manière qui ne correspondait pas à la crème qu'elle utilisait habituellement. Je n'ai rien dit, j'ai juste gardé le goût en bouche comme une preuve. Jour de bateau, a déclaré Amélie. Elle a distribué des chapeaux de soleil comme des cotillons. Nous prendrons 3 bateaux, a-t-elle dit, distribuant les clés. Toi et Chloé prenez le petit. Plus de temps pour vous deux. Marc a souri. Pas de téléphone, pas de distraction, a-t-il dit. Un moment en famille à l'ancienne. J'ai souri, j'ai hoché la tête. À l'intérieur, j'ai senti les murs se rapprocher. Sur le quai, la séparation était trop nette pour être une coïncidence. Amélie, Marc et Manon dans un bateau, mes parents dans un autre. Ma fille et moi seuls dans le plus petit. Amélie m'a tendu un thermos. Camomille et lavande, a-t-elle dit. Pour les nerfs. J'ai pensé que tu voudrais quelque chose de calmant. J'ai hésité. L'odeur était trop forte, trop sucrée. Mais Chloé m'a regardé, pleine d'espoir. Je ne pouvais pas lui faire sentir que j'étais paranoïaque. J'en ai versé un peu dans un bouchon et je l'ai laissé siroter. Juste assez pour apaiser son estomac. Je me suis dit ça. Nous avons pris le large. Le lac scintillait sous un soleil de fin de matinée.
Chloé était assise à côté de moi, souriant, la tête penchée vers la brise. Je me suis laissé croire que c'était juste un jour normal. Mais ensuite Chloé a bâillé une fois, puis encore. Elle s'est allongée sans un mot. J'ai tendu la main vers elle et j'ai réalisé que mes propres bras étaient plus lourds qu'ils n'auraient dû l'être. Le goût métallique dans ma gorge a fleuri, aigu. Ma vision s'est rétrécie. J'ai entendu des rires de l'autre côté de l'eau. Puis le bruit lointain d'un moteur de bateau s'est estompé, partant. J'ai essayé de me lever pour atteindre notre sac. Mes mains ont glissé. Mon corps s'est plié. La dernière chose que j'ai vue avant que l'obscurité ne m'engloutisse fut le contour de Chloé, petite et immobile à côté de moi, et de l'eau partout. Quand je suis revenu à moi, la lumière était violente. Ma bouche était sèche et ma tête semblait remplie de coton et de statique. Mais mon premier instinct n'a pas été la panique. C'était le calcul. Chloé était à côté de moi, recroquevillée, respirant toujours. Son visage était rouge, ses lèvres sèches. Je l'ai protégée avec mon bras en m'asseyant et en examinant tout. Oh, soleil, aucun autre bateau en vue. Pas de maison, pas de terre assez proche pour atteindre avec un cri. J'ai vérifié les provisions, 2 bouteilles d'eau à moitié pleines, une barre énergétique, une trousse de premier secours réduite à l'essentiel, et un thermos que je comprenais maintenant être la raison pour laquelle j'avais perdu le contrôle. Puis la note, toujours dans ma poche. C'est ton choix. Je l'ai pliée soigneusement. Preuve. Je ne les laisserai pas voler la vérité. J'ai fait l'inventaire comme un soldat se préparant à un siège. J'ai divisé les provisions. Une bouteille pour Chloé, une pour plus tard. J'ai utilisé ma veste pour lui faire de l'ombre. J'ai glissé la couverture autour de ses jambes. Puis j'ai regardé le moteur. La clé était partie. Le câble qui aurait dû le connecter à la batterie avait été dévissé, pas arraché. Dévissé. J'ai passé mes doigts le long des nœuds où les rames auraient dû être attachées. Les cordons étaient toujours là, proprement défaits. Ce n'était pas un accident. Il n'y avait pas de fusées éclairantes d'urgence, pas de sifflet, pas de lampe de poche. Même le couteau suisse dans la trousse de premier secours manquait de lame. Quelqu'un avait dépouillé ce bateau. Chloé a bougé. Papa. J'ai forcé le calme dans ma voix. Nous allons bien. Tu as besoin d'eau. Juste une gorgée. Elle n'a pas demandé où étaient les autres, mais je l'ai vu dans ses yeux. Elle savait. Je lui ai donné des instructions. Simple. Heure par heure. Bois quand je te le dis. Reste à l'ombre. Ne bouge pas à moins que je te le dise. Puis j'ai étudié l'eau. Nous dérivions toujours. Toujours loin de la terre. S'ils avaient prévu de me faire peur pour que je signe des papiers, ils seraient à proximité, attendant que je craque. Mais il n'y avait rien. Aucune ombre, aucun bruit, juste le soleil qui montait plus haut. J'ai commencé à écrire au dos d'un reçu que j'avais dans mon portefeuille. Mon nom, la date, l'âge de Chloé, ce que nous avions, où nous étions, ce qui manquait, que je partais chercher de l'aide. Je l'ai ancré sous une bouteille à l'intérieur du bateau, quelque chose que quelqu'un trouverait si je ne m'en sortais pas. Puis j'ai donné ces instructions à Chloé. Doux et lent. Reste allongé. Ne te lève pas. Ne mets pas tes mains dans l'eau. Fais signe seulement si tu vois un bateau. Ne crie jamais à moins de voir quelqu'un. Elle a hoché la tête. N'a pas pleuré. Elle m'a juste regardé comme si elle mémorisait mon visage. Je l'ai serré dans mes bras. Je vais chercher de l'aide, ai-je dit. Et je reviens. Je le jure. L'eau était froide quand j'y ai glissé. Pas choquante, mais méchante. Elle m'a volé ma respiration et m'a serré la poitrine. J'ai commencé à nager, pas fort, juste stable. Le soleil se déplaçait au-dessus de moi et le bateau devenait plus petit derrière. Je n'ai pas regardé en arrière plus d'une fois. La deuxième fois aurait pu briser quelque chose. Je ne sais pas combien de temps cela a pris, mais finalement les falaises se sont rompues et j'ai vu de la terre, puis une route. J'ai trébuché dans le sable, mon corps hurlant. Puis, par miracle, un pick-up délabré est arrivé au coin de la rue. Un homme est sorti. Ma fille est là? Ai-je murmuré. Sur un bateau, lac. Besoin d'aide.
Il m'a aidé à monter sans poser de questions. Il s'appelait Michel. Il a appelé les secours par radio, m'a conduit au port de Plaisance. Tout le long du chemin, mon esprit n'était pas sur la douleur ou les coups de soleil ou ce qui allait se passer ensuite. C'était sur une seule chose. Maintenant que j'avais survécu, qu'est-ce qu'ils allaient bien faire pour couvrir ça? La pièce sentait l'antiseptique et le sang séché. Pas de manière dramatique, plus comme un brouillard stérile qui s'accrochait à l'arrière de ma gorge. J'ai cligné des yeux vers la lumière du plafond de la clinique, un panneau carré d'un blanc agressif qui me faisait mal au crâne. Mes bras étaient accrochés à une poche de perfusion. Je tremblais. Mes lèvres étaient gercées, mais mon cerveau n'avait pas d'autre choix que de rester éveillé. Chloé était recroquevillée sur le lit de camp en face de moi, enveloppée dans une couverture. Ses joues étaient rouges à cause des coups de soleil, ses lèvres sèches. Elle dormait d'un sommeil léger et irrégulier. Je pouvais encore sentir le lac dans ses cheveux. J'ai regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser et j'ai essayé de ne pas pleurer. J'ai essayé de ne pas crier. Au lieu de cela, j'ai pensé comme un accusé. Lorsque l'inspecteur Lefebvre est arrivé, j'étais déjà assis, une main toujours sur la couverture couvrant Chloé. Il s'est présenté calmement, pas comme les détectives de la télévision. Pas de drame, juste efficace, direct. Je suis ici pour prendre votre déposition officielle, monsieur Mercier, a-t-il dit. Êtes-vous prêt à me raconter tout ça? J'ai hoché la tête. Je lui ai tout raconté, lentement, prudemment, exactement. L'invitation, la maison de vacances, la matinée de la sortie en bateau, le thermos, la fatigue, se réveiller au milieu du lac de Sainte-Croix. Puis j'ai sorti la note pliée de la pochette scellée dans mon sac. Je l'ai tenue avec 2 doigts, faisant attention de ne rien salir. C'était sous une pierre dans le bateau, ai-je dit. Il l'a lu silencieusement. Puis a levé les yeux. C'est ton choix. C'est la seule chose dessus. Oui. Pas de date, pas de nom, juste ça. Son visage n'a pas changé. Mais j'ai vu la lueur de la prise de conscience derrière ses yeux. Il avait vu assez de mauvaises choses dans son travail pour reconnaître quand quelque chose était planifié. J'ai besoin de quelques questions de suivi, a-t-il dit. Le moteur était-il fonctionnel? Il n'y avait pas de clé. Le câble était débranché et les outils d'urgence qui auraient dû être à bord, fusées de signalisation, sifflets, lampes de poche n'étaient pas là. Même les rames avaient disparu. Juste les attaches laissées derrière. Il a écrit pendant que je parlais, chaque mot. Plus tard, il a demandé si je consentirais à une toxicologie. J'ai accepté sans hésiter. 2 heures plus tard, les résultats sont revenus. Il y avait des traces de dérivés de benzodiazépine dans les systèmes de Chloé et le mien clairement ingérés. Clairement pas accidentel. Je ne me suis pas senti justifié. Je me suis senti anéanti. Ils nous ont drogués et ils ont drogué ma fille. Je n'ai rien dit au début. Je suis juste resté assis là pendant que la pièce s'inclinait. Pas à cause du médicament, mais à cause de quelque chose de pire, la compréhension. Ils avaient franchi une limite dont je ne les croyais même pas capables. L'équipe de secours avait récupéré le thermos et les objets du bateau que j'avais indiqués. Le laboratoire a relevé des empreintes digitales sur le bouchon et la poignée. L'inspecteur Lefebvre est revenu le lendemain avec une mise à jour. Les empreintes correspondaient à Amélie sur le couvercle. Celle de Marc sur la base. Pas de gants. Aucun moyen pour eux de prétendre que le thermos était là par hasard. Aucun moyen de faire marche arrière. Ce n'est pas un malentendu, ai-je dit doucement. C'est une intention. Il a hoché la tête une fois. Cela y ressemble de plus en plus. Oui. Puis il m'a dit quelque chose qui a glacé mon sang. Dans les 9 heures suivant le signalement de votre fille retrouvée, votre famille, Amélie, votre père et votre mère ont tous contacté des avocats, pas les secours, pas la police, des avocats. Il a laissé cela en suspens. J'ai fixé le sol. Ils n'étaient pas inquiets que je me sois noyé, ai-je dit. Ils étaient inquiets que j'aie survécu. Je savais ce qui allait suivre. Ils n'attendraient pas que le marteau légal tombe. Ils commenceraient par brouiller les pistes. Cela n'a pas pris longtemps. Une infirmière m'a apporté un formulaire, soi-disant de routine. Une demande informelle d'évaluation de ma forme psychologique et de ma stabilité parentale. Pas officielle,
pas ordonnés par l'État, juste soumis par un avocat lié à Amélie. Ils essayaient de me dépeindre comme instable, un veuf en deuil, inapte, dangereux. La logique était évidente. S'ils ne pouvaient pas effacer les preuves, ils effaceraient ma crédibilité. Ils utiliseraient le tribunal de la famille pour faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire sur le lac, m'enlever Chloé. Je me suis redressé dans le lit d'hôpital et j'ai appelé mon propre avocat, Maître Dubois. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Je lui ai donné la version courte. J'ai besoin de protection, ai-je dit. Dossiers médicaux scellés, garde maintenue, preuves conservées, et j'ai besoin d'aide pour monter un dossier avant qu'il ne fasse de moi le criminel. Il n'a pas hésité. Je m'en occupe. À partir de ce moment, j'ai tout documenté. J'ai demandé des transcriptions de l'évaluation médicale. J'ai fait confirmer à l'inspecteur Lefebvre chaque détail au procès-verbal. J'ai établi une liste de ce dont nous avions besoin, séquence du port de plaisance. Dossier de location, reçu, journaux de discussion, données météorologiques, nom de témoins. Je n'avais pas le temps de m'effondrer. J'avais survécu au lac, mais maintenant je devais survivre à quelque chose de pire. Il venait me chercher dans le seul tribunal qui comptait. Et je savais que si je dérapais une seule fois, je perdrais ma fille. Nous sommes rentrés à la maison 3 jours plus tard. Chloé n'avait pas dit grand-chose pendant le trajet. Elle regardait juste par la fenêtre, serrant sa couverture comme si c'était la seule chose stable qui lui restait dans la vie. Chaque fois que je jetais un coup d'œil, je voyais le traumatisme silencieux dans ses yeux. Elle sursautait lorsque le GPS parlait, surprise lorsque le clignotant cliquetait. La nuit, elle pleurait dans son sommeil. J'ai essayé de rester fort devant elle, j'ai fait des crêpes, j'ai préparé les déjeuners scolaires comme si rien ne s'était passé. Mais après qu'elle se soit endormie, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai examiné chaque pièce à conviction comme si je me préparais à la guerre. Parce que c'était le cas. Ils ont agi en premier. Une motion a été déposée par le biais d'un avocat du tribunal de la famille travaillant avec l'équipe d'Amélie. Il ne m'accusait pas directement, mais le langage était acéré aux préoccupations concernant l'instabilité mentale, l'impulsivité et le comportement inhabituel après le deuil. Ils se sont même appuyés sur la note du bateau, c'est ton choix, affirmant qu'elle soutenait un récit selon lequel j'avais orchestré quelque chose d'élaboré pour attirer l'attention ou pire. Ils essayaient de me piéger. Maître Dubois et moi avons répondu rapidement. Nous avons soumis les résultats de la toxicologie, le rapport de sauvetage, les photos du bateau dépouillé, le thermos, la note, le fait que les empreintes digitales ne mentaient pas. Nous avons déposé une demande pour protéger les dossiers de Chloé, exiger qu'aucune évaluation extérieure ne soit autorisée sans surveillance du tribunal et rappeler à la cour que c'était nous qui avions failli mourir, pas ceux qui portaient plainte. J'ai assis Chloé et je lui ai donné des règles simples. Ne parle à personne du lac sauf si je suis avec toi. Si quelqu'un te pose des questions, tu dis, s'il te plaît, parlez à mon père. C'est tout. D'accord ? Elle a hoché la tête, son petit visage sérieux. Puis l'inspecteur Lefebvre a appelé avec un nouveau développement. Nous avons suivi les journaux de location de bateaux. Il a dit, nous savons quand votre famille a fait le check-out et est revenue. Il y a un écart important dans les rapports. Ils ne nous ont pas signalés comme disparus, ai-je demandé. Non, en fait, il n'y a aucun rapport de votre famille. Pas avant que vous ne soyez retrouvés. Les employés du port s'étaient souvenus d'eux. Calme. Pas de panique. Ils ont même plaisanté sur la météo. C'est ce qui a été enregistré. Personne ne semblait surpris que vous ne soyez pas revenus. Ce genre de calme. Ce n'était pas naturel. C'était répété. La fissure suivante est venue de l'endroit le moins probable, Manon. Elle a été entendue par une conseillère à l'école disant quelque chose d'étrange. Maman m'a dit de ne pas parler de la tisane. La conseillère l'a signalé. L'information est parvenue à l'inspecteur Lefebvre. Le fil a été tiré. Ensuite, un message supprimé a fait surface du téléphone d'Amélie, récupéré à partir d'une sauvegarde. Une fois qu'il aura signé, c'est fini. Demain, ce sera fait. C'était la nuit avant la promenade en bateau. Maintenant, nous avions un mobile, une planification, une chronologie. Et puis est venu le changement au sein de leur propre camp. Martine a cessé de se présenter aux réunions de stratégie. Elle a appelé un avocat privé.
Elle a commencé à se renseigner sur l'atténuation de son exposition. Bernard, lui, est resté silencieux. Pas de déclaration, juste un visage de pierre derrière une équipe de défense bien payée. Il était clair qu'il craquait. La pression expose les lignes de faille. Encore un coup de pouce et quelqu'un allait se retourner. Nous avons déposé notre prochain mouvement. Une demande d'analyse médico-légale sur le papier de la note, l'encre, même la pierre qui l'a épinglée. Nous avons demandé des reçus de la maison de location, des séquences de sécurité, des journaux de stationnement, tout ce qui pourrait montrer la planification. Le ton de Lefebvre a changé lors de notre dernier appel. Nous avons fait passer cela à une enquête pour crime, possible mise en danger d'un mineur, complot potentiel. J'ai fermé les yeux. Il ne s'agissait plus de traumatisme. Il s'agissait de vérité. Ça allait devenir laid. Mais j'avais fait la paix avec ça parce que si je les laissais gagner, je perdrais Chloé. Et personne ne me l'enlèverait plus jamais. La lettre du tribunal est arrivée dans une épaisse enveloppe Kraft. Aucun avertissement, aucun appel téléphonique, juste un cachet, une signature et une date d'audience encerclée à l'encre rouge. Audience d'urgence de garde déposée par Amélie Mercier. Demande de séparation temporaire de Chloé de mes soins en raison d'instabilité mentale et de comportements inquiétants. Je l'ai lu 3 fois. Puis je me suis assis très calmement parce que je savais ce que c'était. Il ne s'agissait pas de préoccupation. C'était une stratégie. Le même jour, l'inspecteur Lefebvre a appelé avec des nouvelles de l'autre côté du champ de bataille. Nous avançons, a-t-il dit. Le procureur de la République est d'accord pour dire que l'affaire répond aux critères de mise en danger d'enfants et de complot. Nathalie Kerr déposera cela dans la semaine. 2 tribunaux, 2 fronts, une fille au milieu. C'était une tactique divisée pour régner. S'il ne pouvait pas arrêter l'inculpation criminelle, il gagnerait d'abord au tribunal de la famille me peindre comme instable et affaiblir ma crédibilité avant que je ne prenne la barre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai veillé sur Chloé pendant qu'elle dormait, recroquevillée sur le canapé, un dessin animé bourdonnant doucement en arrière-plan. Son visage avait toujours cet air tiré et méfiant, comme si elle ne s'était pas sentie en sécurité depuis le lac. Et maintenant, il voulait la m'arracher. À l'audience d'urgence, ils sont venus vêtus des couleurs douces de la préoccupation. Amélie dans un ensemble de pull pâle, son avocat parlant doucement, presque avec sympathie. Ils ont remis un paquet de preuves sélectives messages coupés que j'avais envoyés lors de mes moments les plus bas après la mort de ma femme, témoignage d'un cousin éloigné qui ne m'avait pas vu depuis des années, et un résumé tapé de comportements inquiétants qui étaient vagues et spéculatifs. Le plus accablant, ils ont essayé de faire passer la note du bateau c'est ton choix comme si je l'avais écrite. Comme si j'avais planifié une scène dramatique pour attirer l'attention. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais je n'ai pas bronché. Ils attendaient cela à un éclat, un déni en colère qu'ils pourraient désigner et dire, voyez, il est instable. Je suis resté silencieux jusqu'à mon tour. Maître Dubois s'est levé en premier. Sa voix était claire, confiante, sans fioriture. Nous avons des rapports de toxicologie prouvant que M. Mercier et sa fille ont été drogués. Nous avons un rapport de police documentant un navire trafiqué, un bateau dépouillé de rames et de clés de contact. Nous avons un rapport de sauvetage, une note physique manipulée uniquement par les suspects et notre client, et une chaîne de possession complète sur tous les matériaux soumis comme preuve. Il a laissé tomber la pile de dossiers sur la table comme un marteau. Quoi que ce soit, ce n'est pas de l'inquiétude, c'est une vengeance. J'ai suivi sa déclaration par ma propre demande que le tribunal nomme un curateur ad litem pour évaluer objectivement le bien-être de Chloé et, si nécessaire. Je me soumettrai à une évaluation psychologique complète par un professionnel approuvé par le tribunal au pas un choisi par les personnes qui ont tenté de me droguer et de m'abandonner. Il ne s'attendait pas à ça. Pendant que la salle d'audience murmurait, le rapport médico-légal est arrivé comme un clou dans le plancher. La note celle laissée sous la pierre a été tapée sur une imprimante correspondant au modèle exact utilisé dans le bureau à domicile d'Amélie. La marque de papier identique aux rames trouvées dans la propriété de location de sa famille, jusqu'au filigrane. Pire encore, le thermos, il avait des empreintes digitales d'Amélie et de Marc. Tant pis pour la défense, nous ne savions pas. Puis Michel, l'homme qui nous a sortis, Chloé et moi, de l'eau, a témoigné par appel vidéo. Il avait vu la famille revenir au rivage. Ils n'étaient pas paniqués, n'appelaient pas, ils étaient juste assis sur le quai, très calmes comme s'ils attendaient quelque chose.
Mais c'est Manon qui a fracturé l'histoire grande ouverte. Par l'intermédiaire de son curateur ad litem, ces mots ont été inscrits au procès-verbal. Maman m'a dit de ne pas parler de la tisane. Elle a dit que c'était de la tisane d'adulte, pas pour les enfants. J'avais mal au cœur d'entendre ça, un autre enfant pris dans les mensonges des adultes. La fissure finale est venue de mes propres parents. Dans une déposition à huis clos, Martine a avoué. Elle a admis qu'elle savait que la tisane contenait quelque chose. Elle a dit que c'était censé être un avertissement, un moyen de me faire peur pour que je coopère. C'était juste pour le rendre nerveux, a-t-elle dit, tremblante. Pour qu'il signe les papiers du terrain. Nous ne pensions pas que ça irait aussi loin. Bernard a essayé de minimiser son rôle, mais une fois que Martine a craqué, il a craqué aussi. Nous en avons parlé, a-t-il admis. L'idée était de l'isoler pendant une journée, de lui faire voir à quel point il est seul. C'est tout. C'est tout. Maître Nathalie Kerr a posé les bases comme un mur de briques. Intention, collusion, risque pour un mineur. Utilisation de substances sans consentement. Ce ne sont pas des malentendus. Ce sont des actes calculés. Le tribunal a rejeté la requête d'Amélie de me séparer de Chloé. Sa tentative s'était spectaculairement retournée contre elle. Le curateur ad litem a été nommé, non pas pour mon retrait, mais pour la protection de Chloé contre eux. En quittant le palais de justice, j'ai croisé Amélie dans le couloir. Ses yeux étaient vitreux. Marc a refusé de croiser mon regard. Ce n'était pas fini. Mais le vent avait enfin tourné. L'inculpation est arrivée 2 jours plus tard. Les chefs d'accusation, complot criminel, mise en danger d'enfants, administration illégale de substances contrôlées. J'ai lu la convocation du tribunal, puis je suis entré dans la chambre de Chloé. Elle coloriait avec la télévision en arrière-plan. Je me suis assis à côté d'elle. « Papa » a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Oui, bébé. Tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas ?» J'ai embrassé le sommet de sa tête. Jamais. J'avais survécu au lac. Maintenant, je survivrai à la salle d'audience. Le palais de justice était plus froid que prévu. Pas physiquement, mais émotionnellement. Les murs étaient trop blancs, les chaises trop droites. Ce n'était pas un endroit où la justice se produisait. C'était un endroit où les gens attendaient d'être prouvés réels. J'étais assis à la table des témoins, la main posée sur une copie du témoignage que j'avais préparé. Je n'étais plus ici en tant que père en deuil. J'étais un témoin clé. Amélie était assise en face de moi, Marc à côté d'elle. Ils ne chuchotaient pas, n'établissaient pas de contact visuel. Leurs avocats faisaient tout le travail maintenant. Chloé n'était pas dans la salle d'audience. Je me suis battu bec et ongle pour que cela reste ainsi. Si elle devait témoigner, ce serait par le biais du protocole enfant en session fermée, loin de tout ça. Nathalie Kerr a commencé le cas de l'accusation avec ce qu'elle a appelé un mobile simple. Le terrain, les documents de fiducie, la campagne de pression secrète. Puis vint la chronologie. Amélie était au courant du projet de développement des mois avant moi. Elle avait des contacts dans l'urbanisme, elle avait vu les cartes. Le terrain vaudrait des millions une fois que le projet aurait démarré. Des courriels ont montré qu'elle en discutait avec son avocat avant même de me le dire. Des SMS ont révélé qu'elle avait rédigé des documents, ne laissant qu'une ligne de signature vide pour moi. Un message disait, il n'a pas besoin de comprendre. Il a juste besoin de signer. C'est de ça qu'il s'agissait, du contrôle. Ils ne pouvaient pas me forcer légalement, alors ils ont essayé de me faire pression émotionnellement. Quand cela a échoué, ils m'ont drogué. La défense a riposté avec désespoir. Ils m'ont accusé d'avoir fabriqué le danger. Ils ont affirmé que j'étais instable, hanté par le deuil, sujet aux gestes dramatiques. Mais Maître Dubois et Nathalie Kerr ont abattu cela avec précision. Ils ont montré des dossiers de la demande d'évaluation de la santé mentale non sollicitée envoyée par l'équipe d'Amélie des semaines avant l'incident. Ce n'était pas un diagnostic. C'était une embuscade. Un psychologue nommé par le tribunal a examiné mon histoire et a témoigné en ma faveur. Il n'y a aucune preuve clinique d'instabilité. Au contraire, M. Mercier a fait preuve de résilience et de contrôle émotionnel sous une pression extrême. Puis vint la bombe de la chronologie. Lefebvre a présenté les journaux d'appel.
Dans les 9 heures suivant l'incident frappant les registres de recherche et sauvetage, Amélie avait déjà retenu 2 avocats. Il n'y a eu aucun appel à la police. Aucun signalement de personnes disparues, juste une vague de stratégie juridique. S'il pensait que nous étions perdus, pourquoi appeler un avocat? Parce qu'il ne pensait pas que nous étions perdus. Il savait où nous étions. Puis le coup de grâce. Les témoignages complets de mes parents. Martine a admis qu'elle savait que le plan incluait de me droguer. Bernard a confirmé qu'ils avaient discuté de m'isoler comme méthode pour forcer ma conformité. Ils n'étaient pas innocents. Ils n'étaient pas confus. Ils avaient juste compté sur le silence. Le juge n'a pas branché. Amélie a été déclarée coupable de tous les chefs d'accusation avec circonstances aggravantes en raison de l'implication d'un mineur. Marc a été condamné comme complice aux peines moindres, mais peine de prison néanmoins. Mes parents ont évité la prison en coopérant, mais ils ont été placés sous surveillance probatoire et interdits de contact avec Chloé à moins d'une réapprobation du tribunal. Ce n'était pas une vengeance. C'était une ligne tracée dans la pierre. Après la condamnation, j'ai déposé la dernière pièce de paperasse. Le terrain a été placé dans une fiducie irrévocable au nom de Chloé, bloquée jusqu'à ses 25 ans. Il ne pouvait pas être vendu, ne pouvait pas être emprunté contre. C'était le sien et seulement le sien. J'ai dissous tous les liens financiers avec ma famille, fermé les comptes partagés, changé les contacts légaux. J'ai gardé des copies de tout au médical, légal, numérique et les ai stockés dans un coffre-fort sous la supervision de mon avocat. Nous avons déménagé peu de temps après, pas loin, mais assez loin. Une petite maison, calme, simple. Chloé a commencé la thérapie. J'ai recommencé à dormir, la plupart du temps. Certaines nuits, elle me demandait encore de vérifier les portes. Certains matins, elle demandait « Es-tu sûr que nous sommes en sécurité ?» Et à chaque fois, je disais « Oui, bébé. Nous sommes en sécurité. » Parce que cette fois, nous l'étions vraiment. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de vengeance. La vérité était plus forte que toute autre chose. Et maintenant, elle nous appartenait. Je n'ai jamais pensé que la survie ressemblerait à ça. Calme, stable et douloureusement ordinaire. Pas une grande victoire, pas une fin dramatique. Juste ma fille et moi nous réveillant dans une maison qui est la nôtre. Libre de peur, libre de contrôle. Je n'ai pas gagné parce que je me suis battu plus fort. J'ai gagné parce que j'ai refusé de les laisser réécrire mon histoire. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi la protection. Et surtout, je l'ai choisi. Chaque parent pense qu'il ferait n'importe quoi pour son enfant, mais vous ne savez pas vraiment ce que cela signifie tant que les gens qui vous ont élevé ne deviennent pas ceux contre qui vous devez protéger votre enfant. Je vous ai raconté mon histoire parce que le silence n'a jamais sauvé personne. Si même une partie de cela résonne en vous, si vous avez déjà eu à vous tenir seul pour protéger quelqu'un que vous aimez, alors j'espère que vous savez que vous n'êtes pas seul. Si mon histoire a eu un sens pour vous, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne. Cela aide plus que vous ne le savez, et peut-être, juste peut-être, que cela aidera cette histoire à atteindre quelqu'un qui en a le plus besoin. Merci d'avoir écouté.